Notre invité du jour, Christian Van Est. Bonjour monsieur. Bonjour. Christian Van Est, vous êtes philosophe, ancien député du Nord pour le RPR, puis l'UMP. Vous présidez aujourd'hui le Rassemblement pour la France, le RPF, et également à La Droite Libre. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier ouvrage aux éditions Apopsis, L'identité ou la mort. C'est un essai philosophique, évidemment. Christian Van Est, vous avez choisi Philippe de Villiers pour préfacer votre livre. Pourquoi lui ? Oh, c'est très simple, c'est parce qu'il incarne parfaitement les idées et le combat pour les valeurs qui est le mien depuis fort longtemps. Je crois que notamment une visite au Puy du Fou s'impose à tous les Français pour retrouver ce qu'est la France, dans son unité, dans sa continuité. Vous savez, Poutine développe ça en Russie, c'est pas par hasard qu'il a des accointances avec le Puy du Fou. De Villiers est le seul à dire la France, elle a commencé avec le baptême de Clovis, c'est toujours la même aujourd'hui, qui doit demeurer ce qu'elle est, c'est l'identité française, qui est l'un des aspects du livre. Alors nous y voilà. Christian Van Est, pour vous, on va rentrer dans le dur tout de suite. Aucune société ne peut vivre, je vous cite, sans préférer, sans discriminer, sans exclure. Est-ce que vous pouvez nous développer cette idée? L'intégration, c'est pourtant le leitmotiv du système républicain français. C'est un système, comme l'a dit Zemmour, suicidaire, qui fait que la France, toujours prisonnière de son orgueil, veut être universelle, alors que manifestement elle n'en a plus les moyens, et que ce qu'elle peut apporter aux autres, ça n'est pas de se confondre avec les autres, c'est de demeurer elle-même et de leur apporter ses richesses. Vous savez, moi je reste marqué par la lecture de Lévi-Strauss, qui avait écrit 2 ouvrages, enfin qui avait prononcé 2 conférences d'ailleurs sur ce sujet-là, en rectifiant ce qu'on lui disait dire au cours de la seconde. Tout simplement pour dire, attendez, je veux bien qu'on soit antiraciste, d'accord, mais il ne faut pas confondre la race avec la culture. Et garder sa culture, c'est justement être soi-même pour encore avoir quelque chose à offrir aux autres. Donc c'est la raison pour laquelle il faut discriminer dans le bon sens du terme. Discriminer, c'est quoi? C'est distinguer. Ça n'est pas offenser, ça n'est pas humilier. C'est se protéger. C'est se protéger et protéger encore une fois ce que nous sommes, ce par quoi nous demeurons ce que nous sommes, et ce qui nous permet d'apporter une richesse à ceux qui ne sont pas ce que nous sommes. Vous évoquez notamment le livre de Malika Sorel, L'immigration, intégration, le langage de vérité. Et donc elle est pour l'intégration, pour l'assimilation. Qu'est-ce que vous avez à lui dire en fait pour répondre à son livre ? Alors, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit à une petite nuance près, si vous voulez, c'est que je préfère qu'on garde les 3 notions, qu'on ne demeure pas dans, finalement, le face-à-face entre l'intégration et, au contraire, l'insertion. L'insertion, ça veut dire les gens arrivent, ils demeurent ceux qui sont, ils gardent leur culture, leur langue, leur religion, tout, etc. Et néanmoins, ils peuvent devenir français. Et même s'ils ne sont pas devenus français, on pourra même les faire voter, vous voyez, le vote des étrangers, qui est une aberration totale. Alors, l'intégration, c'est un peu moins favorable aux étrangers. Et elle défend plutôt cette idée, mais en disant bien qu'on n'est pas français à moitié. Lorsqu'on est français, on est citoyen français. Et on doit adopter la République. Moi, je vais encore un pont plus loin, en quelque sorte, en disant non, je veux l'assimilation. Et l'assimilation, c'est dire, c'est très simple, les étrangers viennent. S'ils viennent pour des raisons économiques, on les insère, pas de problème, et puis ensuite ils repartent. Intégration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens demeurent au sein d'une communauté qui n'a pas les mêmes valeurs que le reste du pays, ce n'est pas une très bonne chose. En revanche, assimilation, pour les gens qui veulent devenir français, ça veut dire effectivement prendre en compte les 2 éléments essentiels qui caractérisent la France, c'est-à-dire la langue française et la culture française. Mais vous dites que l'assimilation dans votre ouvrage est impossible. Est-ce qu'elle est impossible pour tout le monde ? Non, bien sûr que non. Elle est parfaitement possible. Vous savez, moi, personnellement, bon, ça fait 5 générations, mais je suis flamand d'origine. Donc, il y a 5 générations, mes ancêtres parlaient flamand et vivaient en Belgique. On est parfaitement assimilés. Donc, c'est tout à fait possible d'être assimilé, mais à condition de ne pas affirmer des différences qui sont des ponts infranchissables. Or, il y a par exemple, soyons clairs, on ne va pas tourner autour du pot, il y a une certaine façon d'être musulman qui rend l'assimilation complètement impossible. Lorsqu'on applique l'islam à la lettre, c'est-à-dire l'intégration à l'Umma, et non pas à la communauté nationale, forcément on met l'Umma, c'est-à-dire la communauté islamique, au-dessus de la République, et par là même on ne pourra jamais être un bon citoyen. Il faut être clair, donc on ne peut pas à la fois être un musulman salafiste et en même temps un bon Français. Si on ne le dit pas, on ment. Christian Van Est, vous affirmez par ailleurs que les individus préfèrent dorénavant une identité choisie pour affirmer leurs différences, mais où est le mal ?
Ah bah, elle est très simple. Ce mal est très simple à déceler. C'est que lorsque les individus deviennent narcissiques, ce qui est tout à fait typique de notre société, finalement, ils se regardent le nombril en essayant de faire en sorte que ce nombril soit plus brillant que celui des autres. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est le meilleur moyen d'adopter toutes les modes passagères et d'être exactement comme les autres. Autrement dit, on nie complètement son identité en prétendant être quelqu'un qui a une identité forte. C'est contradictoire, et je crois que la seule identité forte, c'est d'être une personne et non pas un individu. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans un certain contexte social, qui a une famille, qui entretient des relations avec les autres différents de lui, et qui notamment participe à la continuité de la communauté essentielle qu'est la communauté nationale, et notamment à la tradition, c'est-à-dire au fait de pouvoir transmettre la culture, notamment à ses enfants. Je crois que moi qui ai été enseignant, j'ai toujours considéré que la transmission d'une culture, la transmission d'un héritage était certainement ce qu'on pouvait faire de plus beau dans sa vie. Si je mets à part, bien sûr, la création, l'invention, etc. Mais les deux sont de pair. Vous ne pouvez pas créer, inventer, si vous n'avez pas d'abord assimilé une culture importante. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, je crois que, encore une fois, l'individu individualiste et narcissique est quelqu'un qui se nie lui-même et qui nie la communauté essentielle qui peut faire de lui non pas un simple individu mais une personne. Je crois donc qu'effectivement c'est un chemin sans issue. Et qu'est-ce qui selon vous a mené les Français en particulier à ce narcissisme dans la société ? Alors, ce sont des phénomènes faciles à déceler. C'est la domination en gros, de la culture 68arde. Et cette culture 68arde, elle a plusieurs aspects, je ne vais pas m'étendre parce qu'on pourrait en parler pendant une heure, mais il y a deux aspects. C'est par exemple la négation de notre histoire. Non seulement la négation de notre histoire, mais le noircissement de notre histoire, et sans mauvais jeu de mots. À savoir le fait de présenter l'histoire de la France qui est superbe, qui est extraordinaire, qui a des hauts et des bas, bien évidemment, mais qui a des moments sublimes. Eh bien, on la présente comme, au contraire, un facteur de repentance. C'est épouvantable. Moi, je me suis battu notamment pour défendre un amendement qui avait été voté 4 fois à l'Assemblée et qui pourtant a été jeté par le Conseil constitutionnel à la demande de Chirac, s'il vous plaît. C'est vraiment un épisode qui m'a beaucoup touché, qui m'a d'ailleurs définitivement fait rompre avec mes anciens amis républicains. Parce que, en fait, on parlait notamment de la colonisation comme une tare. Ça n'est pas vrai. La colonisation a d'abord été une grande perte d'argent. La France a dépensé beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'elle n'a pu regagner. Beaucoup de pays qui n'ont jamais colonisé se portent beaucoup mieux économiquement que la France. Je pense aux pays scandinaves, par exemple. Donc on a fait de très gros efforts, notamment sur le plan médical. Et votre amendement, c'était dans le sens et c'était pour reconnaître le rôle positif de la France outre-mer et la place éminente des troupes issues de l'outre-mer pour la libération du pays. Donc, si vous voulez, j'avais équilibré les deux et je trouvais que c'était un bon moyen, justement, d'assimiler, c'est de faire en sorte que tous les gens, là depuis longtemps ou bien nouveaux arrivants, puissent se dire nous participons à un pays qui a de l'honneur, qui a de la dignité dont nous pouvons être fiers. Eh bien, on a cassé cet amendement, donc c'est un des premiers éléments. Il y a un deuxième élément, c'est le fait de retourner systématiquement toutes les valeurs. Prenez l'art, par exemple, etc. Où systématiquement, le lait, voilà, le lait est devenu le beau, le faux est devenu le vrai, etc. Enfin bon, ce sont les déconstructeurs que j'ai bien connus, puisque à l'époque où j'étais en fac, vous les connaissez Deleuze, aussi bien que moi. Vous avez Deleuze, vous avez Derrida, et puis vous avez Foucault. Foucault étant celui qui écrivait le mieux, quand même. Moi, j'ai lu tout Foucault avec beaucoup de plaisir sur le plan littéraire, parce qu'il écrit très bien. Par exemple, l'introduction des mots et des choses, c'est superbe. C'est un morceau de littérature que je recommande à tout le monde. Mais en revanche, toutes ces analyses sur la folie ou sur la prison, etc., mais sont complètement fausses et sont de véritables perversions pour les politiques qui sont bloqués dans leur désir d'améliorer les choses. Je pense à la prison, notamment. Il y a une façon d'envisager ce problème de façon extrêmement raisonnable. Foucault vous interdit ça. La prison, c'est une mauvaise chose, il faut l'éviter à tout prix. Non. Christian Van Est, la guerre des sexes, dites-vous, aidera à remplacer la lutte des classes. Quel est l'objectif de ceux qui organisent ces conflits au sein de la société ? Alors, il y a d'abord une première raison, c'est que les classes ont disparu en quelque sorte. C'est qu'effectivement, pendant une bonne partie du XXe siècle, vous aviez encore un affrontement entre la bourgeoisie et puis le monde ouvrier qui est important. Moi, dans une région comme la mienne, Roubaix-Tourcoing, industrie textile, bon, ça existe. On le voit ne serait-ce que dans les maisons, que dans de l'urbanisme. C'est terminé. C'est terminé dans la mesure où on s'est arrangé pour que l'industrie française s'effondre. Encore aujourd'hui, elle continue de s'effondrer. Le monde ouvrier s'est donc rapetissé.
Il y a de moins en moins d'ouvriers. But, justement, de cette destruction. Là, en l'occurrence, c'est pas un but, c'est un phénomène qu'on n'a pas empêché de se réaliser, mais on peut pas dire qu'il y a une sorte de méchant esprit qui guiderait les choses. Non, je pense que c'est un phénomène qu'on a accepté, encore une fois, par docilité devant les événements, par couardise, par paresse, par lâcheté. Vous savez, tout ce que je viens de dire, ça caractérise les hommes politiques d'aujourd'hui. Hein. Ils sont lâches, ils sont couards. Voilà. Bon, donc, je crois que le véritable problème de ce remplacement est ailleurs. C'est que la société est atomisée. Vous avez donc une société qui, au lieu d'avoir des groupes solides, des groupes fondés sur les communautés locales, ou bien sur les classes sociales comme au XIXe siècle, vous avez un éparpillement individualiste des gens. Et par là même, beaucoup de ces gens éparpillés, dispersés façon puzzle, comme disait quelqu'un, ces gens se disent, bon, à quoi vais-je me raccrocher? Alors ils se raccrochent à des communautés. Et on a le phénomène qui personnellement m'apparaît comme pathologique, à savoir une sorte de compensation de l'absence de véritable communauté par l'existence de communautés complètement fausses, qui sont des communautés religieuses ou autres, qui deviennent obsessionnelles pour les gens qui y participent, parce que précisément ils s'accrochent à ces communautés pour être quelqu'un. On va continuer sur un autre thème, celui de la race, de l'appartenance ethnique, de la pigmentation de la peau. Pour vous, vous dites, la pigmentation de la peau n'est pas représentative de l'identité. Or, le général de Gaulle avait bien dit lorsqu'il était président de la République que la France est un pays de race blanche. Oui, tout à fait, j'entends bien. Et le gaulliste que je suis, effectivement, devrait se dire qu'il a critiqué le général de Gaulle. Mais bon, le général de Gaulle disait ça d'une façon superficielle. Il n'a jamais imaginé une seconde faire un procès aux Noirs à travers cette formule. La preuve, d'ailleurs, c'est que l'un de ses premiers soutiens en 1940, c'est Félix Éboué, qui était guyanais, qui était noir, et qui est le premier gouverneur, le premier haut fonctionnaire africain, Tchad, à avoir rejoint de Gaulle pour la France libre. Donc je veux dire, non, il n'y a pas de racisme. Simplement, je veux insister, moi, dans la mesure où de Gaulle ne s'affrontait pas à cette question du racisme, comme c'est devenu maintenant quasiment obsessionnel. Donc moi, je veux simplement dire une chose, la pigmentation est quelque chose de superficiel. Par exemple, si vous croyez en l'existence d'ethnies, de races différentes, même en admettant une seconde qu'on puisse accorder une importance certaine à l'hérédité biologique. D'accord. Attendez, les Noirs sont très différents entre eux. Ils n'ont pas du tout la même appartenance ethnique, la même origine, entre la même... le Kényan et le Sénégalais, bien sûr. Complètement. Entre le Guyanais, même entre eux en Afrique, le Bantou et le Nilotique, ce sont de races complètement différentes et qu'on n'a pas à mélanger bêtement. Et ensuite, la race n'implique pas du tout, la race au sens de la pigmentation de la peau, n'implique pas du tout la pensée, ni la hauteur de la pensée, ni la diversité de la pensée. Moi, j'ai quelqu'un que je respecte beaucoup qui est Gaston Kellman, qui avait écrit un ouvrage très très plaisant à lire. Je conseille sa lecture, même si maintenant il date un peu. C'est « Je suis noir, je n'aime pas le manioc ». Kellman, il vit en Bourgogne. Si vous le rencontrez, il vous dira qu'il mange comme un bourguignon, qu'il boit comme un bourguignon, et qu'il vit comme un bourguignon, et que le fait d'être noir et d'origine camerounaise ne l'empêche pas d'être un citoyen français exemplaire, si vous voulez. Je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. La race a été mise en avant tout simplement parce que c'est plus facile de se dire anti-raciste que de parler de la religion, c'est plus délicat, vous voyez, parce qu'on va froisser les gens. Tandis que la race, c'est facile, pourquoi? Parce que le racisme a un passé tellement horrible que quelqu'un qui est raciste, immédiatement se dit « ça c'est vraiment pas bien ». Et au contraire que l'antiraciste se drape dans des plis très larges de dignité en accusant l'autre. Bon, manifestement, et Auschwitz et l'esclavage des Noirs, qui n'a pas été le seul fait des Occidentaux, d'ailleurs, il faut rappeler que l'esclavage des Noirs a été pratiqué plus qu'il ne faut par les Arabes et par les Turcs. Donc Zanzibar, c'est pas les Occidentaux. Hein. Bon. Donc, si vous voulez, être raciste, c'est horrible. Mais en revanche, il faut mettre l'accent sur autre chose. Vous êtes favorable au retrait, par exemple, du mot race dans la Constitution? Non, pas du tout. Le mot race est un mot tout à fait qui a une objectivité. Et le mot racisme n'a de sens que si le mot race a encore un sens. Alors on supprime le mot race et on se drape dans l'antiracisme. C'est complètement aberrant. C'est jouer avec les mots. Et aujourd'hui, beaucoup de solutions politiques ou beaucoup de disputes politiques se basent uniquement sur une sorte de conception orwellienne du langage où on fait dire aux mots quelque chose d'absolu, alors que manifestement les mots sont simplement des outils.
Et s'agissant de la délinquance, qui est un sujet que vous abordez dans l'ouvrage, l'identité ou la mort, vous affirmez que la couleur de peau n'a aucun rapport avec la délinquance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup à quoi c'est dû ? Alors, si vous voulez, il y a notamment Éric Zemmour qui avait rappelé qu'il y avait quand même un peu plus d'immigrés, de gens d'origine immigrée dans les prisons que d'autres. Il y a effectivement dans l'explication logique de la délinquance des facteurs culturels. Et effectivement, les gens qui viennent d'au-delà de la Méditerranée, et plus exactement du Maghreb dans un premier temps, mais aussi, curieusement, beaucoup plus du Sahel que des régions plus au sud. Et tout simplement parce que les mœurs, ils sont très différentes des nôtres. D'une part, ce sont des régions qui sont islamiques pratiquement à 95%, et où notamment les rapports familiaux, les habitudes rituelles sont en contradiction avec les nôtres. La circoncision n'est pas habituelle chez nous. Il faut savoir qu'au Sahel, c'est l'excision des filles qui est assez répandue. C'est une chose qui n'est pas tolérable en France, mais qui est dans les pratiques. Donc il y a si vous voulez, un rapport à la violence, à la domination, qui ne sont pas les mêmes dans ces pays que dans les nôtres. Et donc il est difficile de faire vivre des gens qui ont des structures mentales différentes des nôtres dans nos normes à nous. Et c'est la raison pour laquelle ce décalage produit de la délinquance. Je crois que c'est un fait qui a déjà été souligné par un certain nombre de sociologues. Et pour aller plus loin, un petit peu pour revenir au concept, en tout cas religieux, que vous venez d'aborder, vous dites pourquoi l'islam pose-t-elle problème au principe de laïcité ? Alors c'est très simple, c'est très simple. C'est vraiment... moi je reproche beaucoup au pape d'avoir laissé passer l'idée qu'il y avait quelque proximité que ce soit entre le christianisme et l'islam. Ce sont deux religions profondément différentes. C'est pas parce qu'effectivement Mahomet avait connaissance du christianisme dans la mesure où son métier de caravanier l'amenait à être en contact avec des endroits où il y avait des tribus chrétiennes ou juives d'ailleurs, qui étaient en contact avec les uns et les autres, donc ils connaissaient le christianisme. Mais la référence commune à la Bible n'empêche pas des différences fondamentales. Il y en a deux fondamentales. L'islam a conservé des pratiques qui reposent notamment en grande partie sur le sacrifice, et sur le sacrifice des animaux. L'une des grandes nouveautés du christianisme, c'est de mettre fin au sacrifice. Au sacrifice des hommes, bien sûr, au sacrifice des animaux, évidemment, et donc, en somme, à la violence sacralisée. Hein, et dans les deux autres grandes religions du livre, dans le fond, il y a le souvenir. Vous savez, Abraham et Isaac ou bien Ismaël, Dieu demande qu'on sacrifie son fils. Dans le christianisme, c'est Dieu qui sacrifie son fils à l'homme. Ce sont deux religions complètement différentes. Et je termine là-dessus. La conclusion de l'une, c'est... Mais sur le fait quand même que dans l'islam, on reconnaît Jésus comme étant un prophète, il s'appelle Issa, et qui reviendra... mais ça, c'est du faux semblant. C'est parce que concevoir Jésus comme un prophète, c'est exactement le contraire de ce que pensent les chrétiens. Donc, il ne faut pas se laisser avoir, si vous voulez. Et je termine sur une chose qui est la plus importante, en fait, c'est lorsque Mahomet crée la religion musulmane, l'islam, c'est l'Oumma, c'est-à-dire une communauté unique, qui est à la fois religieuse et politique. La réunion à la mosquée, c'est la réunion sur l'agora des Grecs. C'est la communauté qui se réunit. Alors que précisément, le Christ est exactement le contraire. Il faut rendre à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui est à lui. Autrement dit, il y a une séparation intellectuelle entre la politique et la religion, qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé dans l'Occident chrétien et notamment de la démocratie. Il faut le savoir, même si à un certain moment, la religion catholique, par exemple, n'a pas hésité à reprendre le pouvoir politique. Je vous cite à nouveau Christian Van Est. « Aimer l'autre passe désormais par l'obligation de se détester un peu soi-même ». Vous n'avez pas peur d'aller un peu loin ou d'être un peu trop réac? Non. Je pense que d'abord être réactionnaire, c'est une bonne chose. Quand vous êtes malade, le fait de réagir, c'est plutôt une bonne chose. Donc moi, je considère que notre société est profondément malade parce que précisément, au lieu d'apprendre aux jeunes générations à aimer leur pays, leur tradition, en être fiers, pas pour écraser les autres, mais au contraire, encore une fois, pour offrir ce dont on est fier aux autres, eh bien, on leur apprend pratiquement à critiquer ce qu'ils sont, à détruire ce d'où ils viennent. C'est tout à fait épouvantable. Et cela est vrai dans de très nombreux domaines, que ce soit par exemple nos institutions politiques, notre système économique, nos valeurs religieuses, notre histoire.
essentiel, notre langage. On nous a appris à parler le globish, au lieu d'essayer au contraire de se souvenir que la langue française est infiniment plus riche que la langue anglaise, qui évidemment est devenue un handicap. Parce qu'une langue très riche, très subtile, et qui peut rentrer dans le détail, hein, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement, et pour le dire les mots viennent aisément, eh bien ça, l'anglais n'en a pas besoin, il fait pas de détour. Il est donc plus dans les relations commerciales, c'est plus simple de parler anglais. Quand vous regardez aujourd'hui, moi, vous savez, j'ai voté la loi de Toubon pour justement essayer de défendre la langue française, pour interdire notamment l'emploi du... À l'époque où il était ministre de la Culture. Où il était... il a bien changé depuis, hein, bon, j'insiste pas. Mais ce brave Toubon nous a fait voter ça, c'était pour qu'il n'y ait plus de publicité en anglais. Ouais. Maintenant, il y en a même en allemand. Quand on veut vous vendre une voiture, pour vous rappeler que les voitures allemandes sont plus solides, on vous fait le message en allemand, pour que vous compreniez bien qu'il n'y a que le français qui est pas bon, quoi. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Là, je ris, mais en fait, intérieurement, je pleure, si vous voulez. Parce que penser que les Français sont les premiers à massacrer leur propre langue, qui est un vrai trésor de l'humanité, c'est vraiment ignoble. Côté politique, Christian Vanneste, vous battez en brèche le clivage droite-gauche. Expliquez-nous pourquoi. Alors ça, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, parce que justement, j'affirme la réalité du clivage gauche-droite dans ce livre. Et l'idée que dans le fond, alors peut-être l'ai-je pas dit assez clairement, mais en tout cas c'est ce que je pense. Moi j'ai un petit peu compris que voilà, il y avait un communautarisme de gauche et un mondialisme de droite comme étant le même combat. Qu'est-ce que c'est pas... Alors, la seule chose que je retiens dans ce que vous dites, c'est mondialisme de droite. Je pense que le communautarisme de gauche, oui. Le mondialisme libéral, oui, mais précisément, c'est parce que moi, le mondialisme libéral n'est pas de droite. Ce qui est de droite, c'est le conservatisme. Donc Nicolas Sarkozy n'est pas de droite. Absolument. Il n'est pas intellectuellement de droite. Sarkozy, vous savez, il a adopté les idées qu'on lui passait au fur et à mesure. Par exemple, bon, moi, le point de départ de mon livre est assez ancien, c'est lorsqu'il avait lancé le débat sur l'identité nationale. Voilà, c'est Buisson qui lui avait conseillé ça. Mais malheureusement, il n'a pas confié à Buisson, il l'a confié à Besson. Erreur de casting. Non, je vais essayer de dire le mot. De distribution. Erreur de distribution. J'ai fait exprès de vous piéger et vous êtes tombé dedans. Et donc... erreur de distribution, Besson a osé parler de la France comme d'un conglomérat. Mais quelle honte! Moi, j'imaginais Arletty, vous savez, avec un bonnet phrygien, comme elle le fait dans Hôtel du Nord. Mais est-ce que j'ai une gueule de conglomérat, quoi, déguisé en Marianne? Bon, c'est pas possible de traiter la France de cette façon-là. Et donc, Sarkozy avait piqué une idée que lui avait donnée Buisson, homme de droite sans aucun doute, et l'a employée d'une façon absurde, de façon telle qu'on a perdu le combat, faute de l'avoir mené de façon honorable. Non, Sarkozy est un mondialiste. Il croit qu'être de droite, c'est être libéral, mondialiste, c'est être progressiste. Non, être de droite, c'est être conservateur. Ce qui ne veut pas dire qu'on est contre le progrès. Le conservateur, c'est celui qui souhaite un progrès confortable, un progrès mesuré, un progrès qui ne détruit pas, qui conserve et qui développe. Il y a un certain nombre de conservateurs comme ça qui ont été des gens extraordinaires dans notre histoire, que tout le monde ignore. Hein, que tout le monde ignore. Par exemple, qu'est-ce qui connaît Guizot, qui a été un des meilleurs premiers ministres de France au XIXe siècle? Personne ne le connaît. Qui connaît bien Renan, par exemple? Peu, même si on en parle beaucoup quand on parle d'identité, parce que c'est celui qui en a le mieux parlé. Mais bon, ce sont tous des gens qui ont marqué notre histoire, on les ignore. On préfère en général des progressistes qui ont mené le pays dans le mur. Et on continue avec... avec Macron, on continue complètement. Oui, ça, Macron est un mondialiste, progressiste. Du communautarisme et du mondialisme. Absolument. D'ailleurs, Sarkozy avait dit, oui, c'est moi en mieux. Hein. Oui, c'est lui en pire, oui. Absolument. Dernière question, Christian Vanneste, pour en finir avec cette perte d'identité. Vous proposez plusieurs pistes. Est-ce que vous pouvez les développer? Il y en a 4 ou 5. Alors, si vous voulez, moi je dis encore une fois, il faut laisser cette question de la race de côté. Il faut dire que la religion est importante. La religion compte parce qu'elle fonde, si vous voulez, les soubassements structurels de notre mentalité. Et le nier, c'est être complètement aveugle. D'ailleurs, ça m'a amusé parce que récemment, Macron parlait des Danois luthériens pour souligner qu'effectivement, le fait d'avoir un passé luthérien alors que nous avons un passé catholique, eh oui, ça ne crée pas du tout les mêmes dispositions dans la vie courante et notamment dans la vie politique. Donc ça compte et il ne faut pas nier cela parce que, par exemple, quand vous... je sais pas, vous vous rendez au Mont-Saint-Michel, par exemple.
Attendez, vous savez que c'est un des grands symboles de la France, le Mont-Saint-Michel. C'est le seul endroit qui a résisté aux Anglais pendant toute la guerre de 100 ans. Bon, l'archange Saint-Michel, ça a été vraiment le symbole religieux de la monarchie pendant toute sa durée, depuis la guerre de 100 ans jusqu'à 89. Et on irait ça, vous ne pouvez pas vous balader en France, rencontrer une ville, une rue, saint, saint, saint. Il y a des saints partout en France. Et on voudrait gommer tout ça. Quelle absurdité, quel reniement idiot de soi-même. Donc la religion compte. Mais ce qui compte le plus, en fait, parce que ça transcende les religions. Et ça fait en sorte que ni les juifs, ni les protestants, ni les musulmans même, eh bien, peuvent parfaitement adhérer à cela. C'est les deux trésors fantastiques, c'est notre histoire. C'est l'histoire jalonnée de haut et de bas, comme disait le général de Gaulle. Hein, le retour à l'enseignement du récit national. L'histoire. Ce que fait très bien Philippe de Villiers au Puy du Fou et dans ses livres, c'est restaurer le roman national. Parce qu'il est authentique, ce roman national. Vous savez, moi, j'habite le Nord. Et quand vous regardez le Nord, c'est la région où il y a eu Bouvines, 1214. On arrête les impériaux. La France, pour la première fois, là, empêche qu'on l'envahisse. Elle gagne. Et quelques siècles plus tard, en 1712, c'est Denain. On ne parle pas suffisamment de ces batailles. Denain, c'est pareil. À Denain, c'est toujours dans le Nord. Eh bien, on arrête encore une fois l'invasion. On gagne. C'est sous Louis XIV, en 1712, la fin du royaume. Et le royaume est sauvé, quoi. Bon, c'est cette histoire qui est faite de bravoure, qui est faite, là, je vais parler étranger, de fruia frangese, hein, de furie française, de cette espèce de courage indomptable que les Français ont su mener quand ils étaient vraiment acculés au mur. Et donc, je pense que ça, il faut le rappeler. Et le dernier trésor, et qui est l'un des plus beaux, moins fondamental pour l'identité que l'histoire, mais quand même, c'est la langue. La langue qui fait notre unité, même si elle ne nous appartient pas complètement, puisqu'il y a aussi des Belges, des Suisses qui parlent, des Canadiens qui parlent notre langue, et puis beaucoup d'hommes dans le monde qui, dans des pays qui n'ont pas un français aussi structurel que ces pays-là, emploient notre langue. Donc c'est aussi un outil pour nous qui nous permet de faire passer nos idées. Il faut quand même se souvenir qu'à la veille de la Révolution, au XVIIIe siècle, l'Europe entière parlait français. C'était la langue diplomatique. Oui. Pas seulement. On ne parlait pas français dans les villages. Mais toutes les cours européennes parlaient français. On estimait que déjà même le français à la cour de Guillaume le Conquérant. Mais bien sûr, mais oui. Alors ça, c'est parce qu'ils étaient français que vous avez compris. Quelle belle époque. Mais non, mais c'est vrai, le français... Quelqu'un comme Frédéric II, vous savez, le protecteur le roi de Prusse, le protecteur de Voltaire... Attends, il pensait que l'allemand était une langue absolument vulgaire, impropre à philosopher, quoi. Il pensait qu'avec le français, pour dire des choses intelligentes. C'était sans doute excessif, parce que moi qui suis un grand admirateur de Kant et de Heidegger, je pense qu'il faut reconnaître à l'allemand quand même sa très grande précision en matière philosophique. Mais néanmoins, renier le français, quel gâchis épouvantable, quoi. Christian Van Est, je rappelle, le titre de votre ouvrage, c'est donc L'identité ou la mort, c'est aux éditions Apopsis. J'ai toujours autant de mal à prononcer le nom de cette édition. Christian Van Est, merci. C'est moi qui vous remercie.